Donc, parfait. Donc, on va commencer. Donc, bienvenue à ce webinaire Penser la GED autrement avec Microsoft 365. Merci d'être des nôtres. Donc, c'est un webinaire qui va être enregistré. Donc, ça va être possible de le revisionner. On va vous l'envoyer par la suite. Donc, c'est avec Dominique La Rochelle. Donc, je vais être là à la place de Charles pour les questions et réponses. Juste bien vous assurer de poser vos questions dans la boîte questions et réponses. Puis, je vais faire le suivi avec Dominique pour que vos questions soient entendues. Donc, je te laisse la parole, Dominique. Merci, Mélanie. Alors, bonjour à tout le monde. On est très content que vous ayez accepté l'invitation de Chuck Echo pour cette présentation qui se veut en fait une petite introduction à la gestion électronique des documents avec Microsoft 365. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, ce n'est pas tant une démonstration qu'un souhait ou qu'une volonté qu'on veut, nous, de partager un peu le fruit de nos réflexions au sujet de la gestion électronique des documents avec Microsoft 365. Un outil avec lequel on travaille depuis maintenant quelques années. Donc, ce qu'on vous propose aujourd'hui, ça ne vous dérange pas pour le reste, je vais fermer ma caméra. Ça va faciliter un peu la transition des diapositives. Donc, c'est différents thèmes là, sur la gestion électronique des documents, Microsoft 365, l'architecture d'information. On va parler un peu de gestion de cycle de vie des documents et on va terminer avec les défis de la GED. Là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les passer. Vous avez, on est avec Zoom, là, il y a toujours la petite section questions et réponses. À chaque section, on pourra s'arrêter pour prendre quelques questions. Là. Donc, tout d'abord, bien, bon. Pour ma part, quelques mots, là, je travaille avec Chuck Echo depuis maintenant un petit peu plus que 2 ans, 2 ans et demi. J'ai fait mon stage avant la fin de mon programme de maîtrise l'EPSI en 2018, avant d'être engagé par Charles Cormier, qui est le fondateur de l'entreprise. Et dès le départ, on m'avait demandé de m'intéresser à Microsoft 365, d'abord parce qu'il y avait un besoin. Donc, les organisations qui approchaient Chuck Echo avaient déployé souvent Microsoft 365 ou voulait le faire et voulait être en mesure d'assurer une bonne gestion documentaire avec les outils et les fonctionnalités de la plateforme. C'est comme ça que tranquillement, Chuck Echo a développé une certaine approche qui est toujours en développement. C'est rien de canné, c'est rien de très figé. On travaille toujours là-dessus, mais une approche pour utiliser les outils de Microsoft 365, mais vraiment en adéquation avec l'archivistique québécoise ou la gestion documentaire telle qu'on le conçoit en archivistique québécoise. Donc, évidemment, je ne suis pas tout seul dans cette aventure-là. C'est un travail d'équipe. Donc, Charles s'est entouré de toute une équipe de conseillers. Donc, outre peut-être Mélanie qui est aux communications, c'est tous des gens qui ont un background, qui ont une formation en archivistique ou en gestion de l'information. Et donc, on travaille tous à offrir des services professionnels là, à différents niveaux. Donc, que ce soit l'audit, diagnostic ou maturité numérique, souvent pour établir des états de situation sur la maturité numérique ou la gestion documentaire au sein d'une entreprise. Tout ce qui est architecture d'affaires et planification stratégique pour vraiment cibler les orientations d'une transformation numérique réussie au sein d'une entreprise. Évidemment, tout ce qui est déploiement et mise en œuvre de solutions. Donc, une des caractéristiques de Chuck Echo, c'est qu'on n'est pas lié à une solution technologique particulière, mais souvent, on va pouvoir recommander le déploiement de la solution qui va répondre le mieux aux besoins du client, puis les accompagner dans le déploiement et dans la configuration de ces solutions-là. Évidemment, l'optimisation des processus, bien, ça permet de prendre un virage numérique en intégrant des outils technologiques puis en mettant en place des processus de numérisation. Et tous ces services-là s'offrent toujours en arrière-plan avec un souci de conformité et de gestion efficace des documents. Et évidemment, c'est ce service-là qui va nous intéresser dans le cadre de ce séminaire et plus particulièrement la gestion documentaire avec Microsoft 365. Et l'expertise qu'on a développée nous a amené à mener des mandats auprès d'organisations qui œuvrent dans différents secteurs d'activité, que ce soit dans le public ou dans le privé. On a travaillé beaucoup avec des municipalités
On est au niveau de certains ministères et organismes gouvernementaux. On a travaillé beaucoup au niveau de l'éducation, au niveau des cégeps, entre autres en partenariat avec Collecto, le groupe de services partagés. On a des mandats au niveau de l'immobilier, de la construction, associations et ordres professionnels. Dans les arts et culture, théâtre aussi, on a travaillé à l'accompagnement à ce niveau-là et dans différentes industries là, qui sont dans différents domaines. Donc, on n'avait pas fait de sondage au préalable. Là. On n'a pas tous les mêmes connaissances de Microsoft 365, mais ne serait-ce que pour vraiment mettre la table et bien s'entendre sur ce dont on parle, ou pour les gens qui ne seraient pas familiers là, avec la plateforme, je fais un petit rappel des principales composantes de l'outil et des principales fonctionnalités. D'abord, bon, Microsoft est de plus en plus connu. Microsoft 365 est de plus en plus connu. Là. Vous le savez probablement. Exactement, c'est une plateforme. On est dans l'info nuagique. Hein, donc, c'est une plateforme qui est intégrée à un navigateur web qui fonctionne avec n'importe quel navigateur. Quoique dernièrement, vous pourrez me le dire, dernièrement, j'ai eu beaucoup de misère avec Firefox. Là, je ne sais pas si c'est juste moi, mais il y a des petites choses qui se passent. Mais bon, c'est une plateforme qui est intégrée au navigateur et qui va regrouper vraiment un ensemble d'applications, de services qui sont en ligne, parce qu'on est en info nuagique, et qui vont être utiles aux activités quotidiennes des organisations. Donc, ce que Microsoft 365 nous offre, c'est vraiment des applications, une série d'applications individuelles et collaboratives dans différents domaines de gestion et de communication. Évidemment, vous avez toujours la suite Office qui vient avec habituellement une licence Microsoft 365, que ce soit la suite Office en mode online, en mode en ligne, ou la suite plus classique qu'on installe sur un poste de travail. Mais vous avez aussi, ce qui va nous intéresser plus aujourd'hui, des outils de gestion documentaire et de communication ou de partage de l'information, à savoir ici Teams, SharePoint et OneDrive. Et de fait, Microsoft 365 va vous offrir toutes les fonctionnalités qui sont assez typiques de la gestion documentaire ou, même si on élargit un peu, là, de la gestion d'information en général. C'est-à-dire, d'abord, la gestion de contenu, donc ce qui est quelque chose d'un peu plus classique, là, ce qu'on veut généralement pour une solution de gestion documentaire, c'est-à-dire un emplacement pour déposer les documents et ensuite de ça, bien, les gérer, c'est-à-dire les enregistrer, les modifier, les éditer, les partager, les copier, les supprimer, gérer les versions, etc. Donc, tout ce qui est gestion de contenu. Tout ce qui touche la classification et les métadonnées, c'est-à-dire évidemment nos documents, il faut être en mesure de les retrouver, donc il faut être en mesure de les classifier, de les classer, et on va travailler beaucoup au niveau de Microsoft 365 avec les métadonnées, c'est-à-dire l'application de métadonnées qu'on applique aux documents et qui vont nous servir à la recherche. Ensuite de ça, des fonctionnalités évidemment de collaboration, parce que nos documents, on veut les partager, on veut faire en sorte qu'ils soient accessibles à différentes personnes. Et donc, il y a tout un ensemble de fonctionnalités. En fait, c'est un peu le centre de tout Microsoft 365. C'est quelque chose qui est standard ou qu'on retrouve partout dans Microsoft 365. C'est vraiment les outils de collaboration et de partage. Les outils ou les fonctionnalités de gestion du cycle de vie des documents. Donc, si vous n'êtes pas archiviste ou spécialiste de gestion documentaire, c'est généralement un peu moins sexy et ça vous intéresse un peu moins, mais c'est quand même fondamental, là, entre autres si vous êtes une organisation publique. Si vous êtes dans une organisation publique, bon, il y a des règles de conformité à lesquelles qu'il faut suivre, à lesquelles il faut se conformer, ne serait-ce que la loi sur les archives. Donc, cet élément-là du cycle de vie des documents est quand même important et on la retrouve aussi dans Microsoft 365. Et finalement, tout ce qui touche la sécurité et la confidentialité, élément fondamental. Ce niveau-là, je pense que Microsoft est quand même assez à la page là, pour ce qui est des niveaux de sécurité et de confidentialité qu'on peut appliquer à nos documents et à notre contenu. Quelques mots là, sur les principaux outils là, dont j'ai parlé. D'abord, OneDrive, simplement un rappel là, pour ceux qui sont moins familiers. OneDrive, c'est vraiment une application qui vient
avec toutes les licences, si je ne me trompe pas, toutes les licences Microsoft 365. Donc, c'est vraiment une application qui va offrir une unité de stockage, encore là, infonuagique, parce qu'on est avec Microsoft 365, mais vraiment une unité de stockage individuelle, donc pour chaque membre qui bénéficie d'une licence, l'équivalent du Google Drive pour ceux qui l'utilisent. Donc, les données sont accessibles à n'importe quel appareil connecté et évidemment peuvent être partagées. Et là, ça dépend toujours, l'utilisation de OneDrive dépend toujours de la gouvernance qui a été mise en place dans l'organisation. Dépend toujours des limites qu'on a mis ou des règles qu'on a mis, à savoir à quoi va servir exactement OneDrive, mais c'est important de comprendre que c'est vraiment une unité de stockage ou un endroit spécifique qui est réservé à une seule personne, à un seul utilisateur. Donc, évidemment, en principe, on ne met pas de document officiel là-dedans, sinon pour faire un transfert vers une autre plateforme, vers un autre emplacement. Là, on va vouloir déposer ou on va vouloir gérer notre contenu institutionnel, c'est vraiment SharePoint, qui est vraiment la pierre angulaire de la gestion de contenu. C'est vraiment la plateforme qui va nous permettre de créer des sites web, donc on va fonctionner au niveau de sites web, et qui va nous permettre de stocker, organiser, partager, consulter du contenu de façon sécurisée, mais évidemment à partir de n'importe quel appareil. Et dans SharePoint, on fonctionne avec des sites web, donc ce sont des sites web relativement classiques, donc avec un URL, mais qui ont évidemment un accès limité pour les personnes qui doivent avoir accès au contenu. Et donc, l'ensemble des paramètres, l'ensemble de la configuration va permettre vraiment de structurer le contenu selon les besoins précis, habituellement d'une unité administrative ou d'une équipe de travail, une équipe de projet, un comité, etc. On pourrait y revenir là, sur la structure là, un peu plus tard. À l'intérieur des sites, l'unité de base qui va nous permettre de déposer les documents, c'est ce qu'on va appeler la bibliothèque de documents ou la bibliothèque SharePoint, qui est vraiment un regroupement de fichiers qui est partagé avec d'autres utilisateurs du site et qui va offrir évidemment toutes les fonctionnalités ou la majorité des fonctionnalités pour la gestion des documents, c'est-à-dire la classification, la gestion des versions, l'application de métadonnées, l'application des délais de conservation ou de rétention, la suppression des documents, etc. Donc, si vous n'avez jamais, si vous n'êtes pas familier avec une bibliothèque SharePoint, c'est ce qu'on a un peu ici. Donc, je suis dans un site que j'ai appelé Direction générale. C'est un site SharePoint que j'ai appelé Direction générale. À gauche, vous avez une navigation avec toutes les bibliothèques qu'on retrouve dans le site. Dans ce cas-ci, je suis dans la bibliothèque planification. Et du moment, avec mes documents et mes dossiers, du moment où je pointe un document, du moment où je souligne un document, bien là, j'ai une multitude de fonctionnalités qui m'apparaissent, conventionnelles, plus ou moins conventionnelles. Évidemment, ouvrir le document, je peux l'ouvrir dans le navigateur ou dans l'application, le copier, le télécharger, le supprimer, gérer les versions, etc. Et donc, on a toutes nos fonctionnalités là, pour chacun de nos documents. Alors, Teams, de plus en plus utilisé, évidemment, dans le contexte de pandémie, de télétravail qu'on connaît depuis quelques mois. Peut-être qu'on vous l'a imposé un peu de force, peut-être que vous l'utilisez actuellement. C'est vraiment la plateforme qui va permettre de centraliser des activités. Donc, les activités d'une équipe de travail pour d'abord collaborer et partager l'information. Donc, Teams, c'est vraiment la porte d'entrée pour un calendrier partagé, l'accès à des sites et des bibliothèques SharePoint, des outils de clavardage et de réunion et différentes applications là, qui peuvent venir se greffer, que ce soit à l'intérieur de Microsoft ou même à l'extérieur de Microsoft, là, qui viennent se greffer à Teams. Donc, c'est important de bien le comprendre. Teams n'est pas un emplacement de dépôt de documents, là, à ma connaissance. On a dépôt, il n'y a aucune fonctionnalité qui permette de déposer des documents sur Teams. Lorsqu'on met un document dans Teams, entre guillemets, il s'en va toujours à quelque part. Soit il s'en va dans le OneDrive, soit il s'en va dans SharePoint, soit il s'en va dans Stream. Donc, il se dépose dans un autre endroit, mais Teams est vraiment une fenêtre ou une plateforme qui va vous permettre de centraliser les activités et avoir accès à peu près tout ce dont vous avez besoin ou une grande quantité des choses que vous avez besoin dans l'écosystème de Microsoft 365. Et ce qui est intéressant du point de vue de gestion documentaire, c'est que dans Teams, on peut retrouver un peu l'expérience de SharePoint. Donc, nos documents, évidemment, sont dans SharePoint, mais on peut y avoir accès facilement à travers Teams. Donc, je peux avoir mon site SharePoint
qui est lié, en fait, ce n'est pas le site SharePoint, c'est le Teams, mais que j'ai appelé de la même façon que mon site SharePoint, donc la direction générale. Et je peux avoir accès à ma bibliothèque de planification que j'avais tantôt. Vous voyez, en ayant sensiblement la même expérience que dans SharePoint et avec, lorsque je cible un document, avoir sensiblement les mêmes fonctionnalités, là. Il y en a un petit peu moins dans Teams, mais c'est sensiblement la même expérience qu'on peut retrouver dans Teams que dans SharePoint, ce qui fait que pour l'utilisateur moyen, même si les documents sont dans SharePoint, même si on dit qu'on fait la gestion documentaire dans SharePoint, il y a 80 à 90 % du travail qui peut facilement se faire là, dans Teams. Est-ce qu'on avait des questions à ce stade-ci? Je pense que c'est un tour vraiment très rapide, là, mais je pense que de plus en plus, les gens connaissent bien le Microsoft 365. C'est ça, je n'ai pas de questions, Dominique. Non, parfait. Donc, les outils et les fonctionnalités qui sont offertes par Microsoft 365 nous permettent effectivement de faire de la GED, de faire la gestion électronique des documents, mais va nous obliger également à revoir un peu notre manière de faire la gestion documentaire. Et donc, les fonctionnalités s'inscrivent à l'intérieur de, moi j'appelle ça une philosophie Microsoft. C'est pas nécessairement comme ça qu'ils présentent ça, mais c'est essentiellement la manière dont sont orientés les outils et les applications de Microsoft et qui nous font travailler d'une certaine façon. Et pour utiliser les outils Microsoft 365 de façon optimale, je pense qu'il faut être conscient des grandes orientations que Microsoft a prises ou qui veulent nous faire prendre. Les grandes orientations que j'ai résumées en quelques points que j'ai appelées la philosophie Microsoft. Là. Mais d'abord, premier point, c'est la centralisation des opérations au sein d'un même écosystème. Donc, quand on est dans Microsoft 365, on travaille littéralement à l'intérieur d'un écosystème qui, soit dit en passant, n'est pas hermétique. Donc, MS 365 nous permet de se connecter à une multitude de systèmes et d'applications et de logiciels, là, à moins d'avoir vraiment un système maison ou un peu obscur qu'on a pris, on ne sait pas trop où, là, habituellement. Microsoft parle très bien avec d'autres systèmes. Mais la manière dont c'est conçu, tout est fait pour centraliser les opérations et nous garder un peu dans l'écosystème. Bon, ceci étant dit, ce n'est pas une fatalité. Là. Il y a d'autres manières de travailler. Il y a d'autres qui ont cette prétention-là aussi. Des gens, par exemple, pour ne nommer que Constellio, qui ont présenté une espèce de plateforme qui fait un peu la même chose ou qui veulent centraliser tous les éléments de gestion documentaire en se connectant à Microsoft 365, mais bon, en faisant un peu la même chose, mais dans le sens inverse. Mais ça pour dire que dans l'approche de Microsoft, c'est de vouloir nous garder un peu dans son écosystème et de faire des liens avec les autres outils qu'on utilise à l'extérieur. L'autre élément de cette philosophie, c'est la gestion des processus d'affaires et des équipes de travail avant les documents et les structures administratives. Si vous êtes archiviste, si vous êtes spécialiste en gestion documentaire, souvent c'est un point qui est pas évident. On est habitué, nous, à travailler, c'est notre unité de base, c'est vraiment le document ou le dossier, c'est ça, notre gestion à nous, c'est à partir de ça. Alors qu'avec Microsoft, l'unité de base, les documents et les dossiers, ce n'est pas tant ce qui importe. Ce qui importe beaucoup plus, c'est les équipes de travail. Donc, c'est le groupe qui va se concrétiser par le groupe Microsoft 365. Donc, c'est vraiment l'unité de base à laquelle on va donner différents outils, un site SharePoint, un planificateur de tâches, un Teams, une adresse courriel d'équipe. Donc, c'est vraiment autour de cette équipe-là de travail et ces processus d'affaires qui lui sont associés que va se structurer ou va se mettre en place toute la structure de Microsoft 365 avec le site SharePoint, le Teams et les différents outils. Et les documents sont traités dans chacun des processus par chacune des équipes. C'est un peu ça le principe. Et donc, il y a une espèce de changement de mentalité qu'il faut faire au niveau de la gestion documentaire à ce niveau-là.
Bon, structure horizontale plutôt que la structure hiérarchique, c'est devenu pratiquement un mantra de Microsoft et de Microsoft 365. On ne travaille pas, lorsqu'on est dans cet écosystème-là, on ne travaille pas dans une structure qui est hiérarchique, tant au niveau de la classification qu'au niveau de la structure administrative. On est beaucoup plus dans une structure de réseau. On verra plus en détail dans quelques minutes. Là. Je vais vous montrer comment ça se présente. Mais en éliminant les structures hiérarchiques, entre autres dans les structures de classification, bien, il y a cette volonté aussi d'éliminer l'utilisation des dossiers et des sous-dossiers au profit des métadonnées. Donc, on va travailler beaucoup plus au niveau, ou du moins, on va donner la possibilité de travailler beaucoup plus avec des métadonnées plutôt qu'avec des dossiers. D'ailleurs, il y a une possibilité, il y a une possibilité d'empêcher les utilisateurs de créer des dossiers à l'intérieur des sites et des bibliothèques. Peu d'organisations le font, mais c'est une possibilité. Il ne travailler qu'avec des métadonnées et des filtres pour faire afficher là, nos différents documents. Le travail collaboratif plutôt que le travail en silo, c'est devenu un standard, là, même en dehors de l'environnement Microsoft, mais c'est quand même dans cette philosophie-là qu'on veut s'en aller. La responsabilité entre les mains des utilisateurs plutôt que des administrateurs, c'est une grande affirmation, là, mais évidemment, tout le monde n'est pas d'accord avec cette idée, et moi le premier, là, mais j'ai entendu encore à plusieurs reprises, là, et encore récemment, l'idée qu'on peut laisser les utilisateurs gérer la structure dans laquelle ils évoluent, de sorte qu'il y a une espèce d'ordre naturel qui va se mettre en place si on laisse les utilisateurs un peu libres de leur mouvement. Évidemment, d'un point de vue gestion documentaire, ce n'est peut-être pas ce qui est idéal. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de besoin de gouvernance dans Microsoft 365. Là, au contraire, ça prend absolument une gouvernance, mais Microsoft 365 nous permet de créer, à travers, entre autres avec SharePoint, puis à travers l'idée des sites puis de Teams, de créer des petits univers ou de petites bulles dans lesquelles les utilisateurs de première ligne vont avoir par défaut beaucoup de pouvoir, beaucoup de responsabilités sur ce qu'ils peuvent faire comme configuration puis comme paramétrage. Et ça, évidemment, il faut en tenir compte, il faut faire attention. Là. Encore une fois, je pourrais y revenir là, dans quelques instants. La communication et la collaboration au centre de la gestion de l'information, c'est un élément central de toute l'écologie de Microsoft 365. Il y a si vous l'utilisez, vous vous en êtes sûrement rendu compte, il y a des fonctionnalités de collaboration, de communication et de partage d'informations à peu près partout, là, dans toutes les applications, à tous les niveaux, même dans les applications d'Office 365, dans Word, dans Excel. Il y a toujours un bouton à quelque part qui nous permet de partager ce avec quoi on est en train de travailler. Et évidemment, ça dépend toujours à ce niveau-là de ce qui a été configuré au niveau du système, là, ça dépend évidemment de la gouvernance qui a été mise en place par l'organisation, donc qu'est-ce qui a été permis et qu'est-ce qui n'est pas permis en termes de partage et de communication. Et finalement, le dernier élément, c'est l'élimination du papier. Dans Microsoft 365, vous ne trouverez pas de traces de papier. Là, on a fait des tests, nous, de notre côté, essayer de voir si on ne pouvait pas créer un environnement pour gérer des entrepôts de papier ou des entrepôts de documents papier dans SharePoint. Là, ça n'a jamais été très concluant. Ceci étant dit, on peut toujours se connecter à des plateformes de gestion d'entrepôts de papier avec Microsoft 365. J'y reviendrai aussi tout à l'heure pour vraiment centraliser les opérations de gestion documentaire. Là. Il y a Constellio qui le fait. MFAS en fait à peu près j'y reviendrai, mais à peu près toutes les grandes solutions qu'on retrouve sur le marché actuellement ont travaillé là-dessus sur des connecteurs pour se connecter avec Microsoft 365. Donc, Microsoft 365 donne une très grande latitude de configuration et un des enjeux auxquels on doit faire face lorsqu'on met en place une gouvernance d'information, c'est de trouver une espèce d'équilibre entre différents extrêmes. Donc, ce n'est pas nécessairement des notions qui vont s'opposer fondamentalement, mais il y a toujours des choix à faire qui vont avoir quand même une grande incidence sur la manière de travailler, sur la gestion documentaire. Et le défi, c'est de trouver un équilibre entre les principes de gestion documentaire, appelons-les classiques ou conventionnels, et ce que va nous proposer Microsoft avec sa philosophie qui n'est pas, encore une fois, qui n'est pas en complète contradiction avec les pratiques archivistiques qu'on connaît, mais qui nous oblige à, je dirais, porter une réflexion sur nos pratiques
je dis nos pratiques si vous êtes archiviste ou si vous êtes spécialiste de gestion documentaire. Donc, d'abord, trouver un équilibre entre une approche qui est centrée sur les ressources informationnelles et une approche qui est centrée sur les ressources humaines. Comme je vous disais, les archivistes, les spécialistes de gestion documentaire sont très centrés sur le document et le dossier. C'est ça notre unité de base, c'est avec ça qu'on travaille. Alors que dans Microsoft 365, l'unité de base, c'est l'équipe. Ce avec quoi on travaille d'abord, c'est l'équipe et plus concrètement ce qu'on appelle le groupe Microsoft 365, donc l'espèce de groupe dans lequel on inscrit des employés ou des membres d'une organisation et groupe à laquelle on va donner des outils. Encore une fois, un site SharePoint, une adresse courriel commune, un Teams, un planificateur de tâches, un calendrier, etc. Donc, différents outils qui vont s'agglutiner autour, qui vont être donnés à une équipe, à un groupe 365. Et c'est avec ces outils-là que l'équipe va pouvoir gérer tout ce qu'elle a besoin de gérer et, entre autres, ses documents. Et donc, il faut être bien conscient de trouver une espèce d'équilibre entre ces deux approches-là. Et c'est un peu ce que je vais vous proposer tout à l'heure comme approche. Et donc, trouver un équilibre entre une gestion efficace des documents et l'expérience utilisateur optimale. On le sait, l'utilisateur de première ligne, souvent, n'a pas grand-chose à faire de gestion documentaire. Donc, le défi, c'est de faire en sorte que la gestion documentaire soit un peu cachée derrière l'expérience utilisateur, que l'utilisateur ne voit pas comme telle la gestion documentaire. Et ça se fait entre autres par de l'automatisation. Mais ce n'est pas toujours possible de tout automatiser. Donc, il faut trouver un équilibre entre une bonne expérience utilisateur et une gestion efficace des documents. Un équilibre aussi entre la restriction extrême des fonctionnalités et une liberté totale aux utilisateurs. On a vu, dans nos mandats, on a vu les deux cas, les cas d'organisation qui ont simplement déployé Microsoft 365 sans aucune gouvernance, en donnant ça aux utilisateurs et en disant arrangez-vous avec. Évidemment, assez vite, ça devient un peu un bordel. Là. On ne s'y retrouve plus. On se retrouve avec des documents un peu partout dans l'environnement. Et évidemment, ça devient complètement incontrôlable là, après quelques semaines. Et de l'autre côté, on a des organisations, et on voit ça souvent, entre autres, dans les organisations publiques, là, les ministères, les organismes gouvernementaux, où par défaut, aussitôt que Microsoft 365 est déployé, ben, un peu par peur, ben, on coupe à peu près toutes les fonctionnalités, ou on bloque à peu près toutes les fonctionnalités. Dans les deux cas, je pense qu'il faut trouver une espèce d'équilibre entre ces deux-là, parce qu'évidemment, lorsqu'on bloque les fonctionnalités, bien, on perd un peu tout le potentiel de Microsoft 365. Et d'un autre côté, si on donne trop de liberté aux utilisateurs, bien, on perd assez vite le contrôle. Donc, il y a un équilibre à trouver à ce niveau-là. Et finalement, évidemment, trouver un équilibre entre les besoins de collaboration des utilisateurs et les besoins de sécurité informatique, donc confidentialité des documents. Et, entre autres, on ne veut pas que les documents certains documents sortent de l'organisation. On ne veut pas qu'ils soient partagés à tout le monde. Donc, évidemment, il y a un équilibre à trouver à ce niveau-là. Lorsqu'on comprend bien les orientations fondamentales de l'utilisation de Microsoft 365, lorsqu'on adopte une approche équilibrée, bien, on peut quand même faire ressortir quelques principes directeurs là, qui vont nous permettre de mettre au point une structure qui va être adaptée vraiment à nos besoins. Souvent, les mandats qu'on a eus, nous, c'est des mandats où l'organisation va passer d'utilisation de répertoire de fichiers Windows à l'implantation de Microsoft 365. Et donc, il faut bien faire comprendre à ces organisations-là, ces personnes-là, que ce que nous offre Microsoft 365, c'est vraiment une expérience différente des répertoires de fichiers Windows qui, elle, va se coller souvent plus à la structure hiérarchique du plan de classification. Souvent, on va prendre le plan de classification et on va le calquer sur nos répertoires de fichiers. Donc, dans SharePoint, entre autres, on ne va pas structurer la gestion documentaire à partir du plan de classification ou à partir, par exemple, des types de documents. On va structurer beaucoup plus à partir des unités administratives et des processus de travail. Donc, on n'aura pas une structure hiérarchique
des documents ou des dossiers. On va plutôt favoriser, et comme je disais tantôt, c'est un peu le mantra là, de Microsoft 365, on va favoriser une structure qui, elle, est horizontale, c'est-à-dire autant au niveau de la structure classificatoire qu'au niveau de la structure organisationnelle. Ça ne veut pas dire que le plan de classification ou que l'organigramme disparaît, ça veut simplement dire que ces données-là, ces éléments-là vont devenir des données ou des métadonnées qu'on va aller poser en arrière-plan de la structure. Mais en même temps, l'idée, ce n'est pas de mettre de côté tous les outils dont on se sert. Au contraire, l'idée, c'est de s'appuyer sur les outils de gestion documentaire classiques de l'archivistique, à savoir le plan de classification et le calendrier, qui sont vraiment la pierre angulaire de toute l'approche. Donc, se servir de ces outils-là pour construire une structure, mais avec l'approche, avec la philosophie que j'expliquais tantôt de Microsoft 365. Si vous n'êtes pas archiviste, probablement que vous n'avez jamais vu ce document-là, mais c'est un peu, c'est une règle de conservation, c'est un peu ce que tous les archivistes ou tous les spécialistes de gestion documentaire vont utiliser, entre autres si vous travaillez dans une organisation publique. C'est le modèle de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. L'important, ce que je vais vous montrer, c'est quelques éléments qu'on retrouve. Ici, c'est une règle de conservation pour certains types de documents. Et je veux simplement faire ressortir quelques éléments qu'on retrouve dans ce document-là, c'est-à-dire le titre, donc, qui fait référence à une série documentaire précise. Ici, c'est des documents de réunion du conseil d'administration. Un processus qui est lié à la série documentaire, donc comité et réunion. L'unité qui est responsable ou qui est détentrice du dossier principal pour les réunions du conseil d'administration, le code de classification à droite, et en bas, vous avez les délais de conservation pour les différents stades, actifs, semi-actifs et inactifs. Et l'idée, c'est ce qu'on a fait avec beaucoup d'organisations. Évidemment, ça demande d'avoir un calendrier, pas nécessairement sur ce modèle-là, mais ça demande d'avoir un calendrier qui est complet et qui est à jour. Mais lorsqu'on a ça, je trouve que ça travaille bien après dans Microsoft 365 et dans SharePoint pour créer une structure qu'on va un peu, où on va aller ressortir ces informations-là pour moduler ou pour concevoir notre architecture d'information dans SharePoint, dans Microsoft et dans Teams. Ce qui fait en sorte que notre titre ici va nous servir à créer des bibliothèques de documents. Donc, la série documentaire va être associée à une bibliothèque de documents. Donc, autrement dit, vous voyez déjà le principe qu'on va avoir un délai de conservation ou à peu près un délai de conservation par bibliothèque de documents. Donc, déjà, on commence à prévoir une automatisation des délais de conservation. Les processus et activités nous servent habituellement à la navigation. Là, ceux qui sont un peu plus familiers avec SharePoint, là, dans la navigation à gauche, on peut regrouper certaines bibliothèques dans des espèces d'onglets ou on peut regrouper certaines bibliothèques ensemble pour faciliter la navigation. Donc, on se sert des processus et activités. Évidemment, la direction générale, le nom de l'unité administrative qui est détentrice du dossier principal va nous servir à créer un membre ou à créer un groupe Microsoft 365. Donc, les membres de la direction générale vont devenir un groupe Microsoft 365 et donc un site SharePoint. Le code de classification, lui, devient une métadonnée. Donc, on va inscrire le plan de classification à l'intérieur d'un magasin de termes de SharePoint. Par ailleurs, on pourrait ajouter d'autres métadonnées comme les informations sur un document essentiel ou un document confidentiel qui pourrait être une métadonnée, mais qui pourrait être aussi ce qu'on appelle une étiquette de confidentialité. J'y reviendrai dans quelques instants, mais ça pourrait être ça aussi. Et finalement, vous avez le délai de conservation qui, lui, va être inscrit comme paramètre d'étiquette de rétention. Encore une fois, là, je pourrais y revenir dans quelques instants. Regardez l'heure pour être sûr qu'on ne s'y perd pas. Ce qui fait qu'il faut bien comprendre, c'est important de comprendre ça ici. Là, ce qu'on a ici, c'est vraiment, ce qu'on vous propose, c'est vraiment un canevas de base sur lequel on peut travailler. Il ne faut pas que ça devienne, faut surtout pas que ça devienne un cadre rigide qu'on impose. Pardon. Désolé. Il ne faut pas que ça devienne un cadre rigide qu'on impose aux équipes de travail, là, parce qu'évidemment, il y a certaines équipes qui vont utiliser les outils de gestion documentaire davantage que d'autres. Mais à partir de ce canevas-là, il faut pouvoir être capable d'adapter
l'approche aux besoins spécifiques de chaque unité, de chaque équipe, de chaque organisation. Ça dépend toujours de la grosseur de l'organisation, la nature des activités. Mais tout ça pour dire que c'est vraiment juste un canevas de base, un modèle de base sur lequel on se base pour ensuite de ça adapter à chaque unité puis aux spécificités de chaque cas. Mais de façon générale, ce qu'on a fait, nous, dans nos mandats, lorsqu'on proposait une architecture d'information, ça ressemblait un peu à ça. C'est-à-dire un site hub qui est, je reviens dans quelques instants, le site hub qui vient un peu agglutiner différents sites d'équipe, qui va être réservé à une direction administrative, genre une haute direction. Les sites d'équipe qui vont être réservés pour une unité administrative particulière, c'est-à-dire un département, un service, mais ça peut être aussi un comité ou un projet. Une bibliothèque qui, comme je dis, est associée à une série documentaire, c'est-à-dire à une règle de conservation ou souvent un code de classification de dernier niveau. Et à l'intérieur, on va retrouver des dossiers qui sont créés ou déposés par les utilisateurs et les documents qui sont aussi créés ou déposés par les utilisateurs. Donc, on a une structure où on a différents sites hubs, mais encore une fois, il faut bien comprendre, ceux qui ne sont pas habitués avec SharePoint, bien comprendre que là, on n'est plus dans une structure de classification hiérarchique, mais bien dans une structure qui ressemble beaucoup plus à un réseau, donc une structure horizontale. On utilise le terme horizontal, mais je préfère voir ça comme un réseau. Donc, un site hub, ou plutôt des sites d'équipe, unités administratives, comités projet, qui sont tous sur le même pied d'égalité, qui sont des petits univers en eux-mêmes, des petites bulles en eux-mêmes, mais qui sont regroupés ou qui s'agglutinent autour d'un site hub qui sert généralement de portail vers les différents sites. Peu importe qu'on ait le site hub A ou le site hub B. Donc, on a différents sites qui sont indépendants. Chacun des sites, donc vous voyez, on a un site 1 à 7 ici, qui sont indépendants les uns des autres, mais qui, pour une raison ou pour une autre, on les agglutine pour des raisons organisationnelles, on les agglutine, on les regroupe ensemble sous le parapluie d'un site hub. Et l'avantage de ça, c'est que, par exemple, si mon site 2 et l'équipe des finances se retrouvent pour une raison ou pour une autre, qui ici serait par exemple sous l'égide de les directions administratives, mais pour une raison ou pour une autre se retrouve dans une autre direction, bien, c'est très facile de prendre le site et de le sortir du site hub A et de l'envoyer pas dans le site hub, mais de l'associer au site hub B assez facilement. Et donc, ça permet de beaucoup mieux calibrer ou beaucoup mieux gérer justement l'organigramme et gérer la structure organisationnelle de l'entreprise. Donc, la structure de base, il y a une structure qui est quand même assez figée, ça on ne s'en sort pas, c'est-à-dire la structure site d'équipe, bibliothèque de documents et dossiers et documents. Donc, ça, c'est une structure qui est quand même assez figée, sauf pour les dossiers, là, évidemment, qu'on peut supprimer si on veut. Et la responsabilité de tout ça peut être partagée, donc ça dépend des organisations. En principe, à la base, les sites d'équipe sont gérés par des super utilisateurs ou des propriétaires d'équipe, mais dépendamment des organisations, c'est assez rare. J'ai rarement vu, j'ai pas vu beaucoup d'organisations qui permettaient ça ou qui laissaient des super utilisateurs ou des utilisateurs gérer les sites d'équipe. Très souvent, ça va être l'équipe TI ou l'équipe de gestion documentaire qui va prendre en charge un peu la gestion des sites d'équipe. Même chose pour les bibliothèques de documents. Très souvent, ça va être soit un responsable de gestion documentaire ou un super utilisateur, c'est-à-dire un propriétaire des sites d'équipe qui peut avoir la responsabilité de gérer les bibliothèques de documents. Et on va laisser les dossiers et les documents, on va laisser la responsabilité des dossiers et des documents aux utilisateurs. L'idée, c'est de proposer, dans ce modèle-là, l'idée, c'est de proposer une structure de site puis de bibliothèque qui, oui, est un peu plus rigide, mais qui va bien se prêter à la gestion documentaire, donc qui va respecter les règles de conformité, parce que là, on va avoir le modèle basé sur le calendrier de conservation, donc il va respecter les règles de conformité de gestion documentaire, mais qui va quand même laisser les utilisateurs libres et responsables de la gestion de leurs dossiers et de documents selon leurs pratiques habituelles à l'intérieur de chacune des bibliothèques. C'est un peu ça l'idée. Encore une fois, ça reste un canevas de base, c'est pas
il ne s'est rien de coulé dans le béton. Il ne faut pas que ça devienne quelque chose qu'on impose de manière rigide aux équipes, mais je pense que c'est un modèle qui, justement, trouve un bon équilibre là, entre la gestion documentaire et, justement, l'expérience utilisateur qu'on veut le plus optimale possible. Toujours garder en tête, un Teams est toujours associé à un site SharePoint. Donc, lorsque vous créez un Teams, ça crée un site SharePoint. Si vous avez un site SharePoint, il y a moyen d'y associer un Teams. Donc, ça va dans les deux sens. Les canaux, ou plutôt l'onglet Fichiers dans les canaux, si vous êtes habitué, donc c'est parce qu'on reste dans la gestion documentaire, l'onglet Fichiers dans vos canaux est toujours lié à la bibliothèque documents du site SharePoint qui est lié au Teams, c'est-à-dire la bibliothèque par défaut qui vient avec un site SharePoint. Soit dit en passant, si on crée d'autres bibliothèques, il y a moyen de faire un lien à l'intérieur des canaux vers ces bibliothèques-là. En fait, il y a moyen de prendre des liens vers n'importe quelle bibliothèque de n'importe quel site et de le ramener dans un canal d'un Teams. C'est simplement que là, c'est les accès ou c'est les autorisations SharePoint qui vont entrer en ligne de compte pour avoir accès à ces bibliothèques-là. À chaque fois qu'on crée un nouveau canal, ça crée un dossier dans la bibliothèque documents. Et si on crée un canal privé, ça crée un nouveau site SharePoint. Et là, il y a tout un débat sur l'utilisation des canaux privés. Beaucoup préfèrent ne pas les utiliser. Et avec des arguments quand même assez pertinents. C'est-à-dire que le canal privé fait en sorte qu'il y a des membres de l'équipe qui peuvent avoir leur canal privé, donc les autres membres n'ont pas accès à ce canal-là. L'argument étant que si vraiment on a besoin d'un canal privé, c'est peut-être parce qu'on a besoin d'un nouveau Teams. Donc, tant qu'à créer un canal privé qui va créer un nouveau site, beaucoup de gens vont dire tout simplement, vaut mieux créer un nouveau Teams. Et à ce que je comprends, je ne l'ai pas testé, je ne l'utilise pas beaucoup les canaux privés, mais à ce que je comprends, il y a beaucoup de fonctionnalités qui disparaissent lorsqu'on utilise un canal privé, là, entre autres Planner, si je ne me trompe pas, qui disparaît dans l'intérieur d'un canal privé. Mais je dis ça sous toute réserve, là, mais il y a un gros débat là, sur l'utilisation des canaux privés. Le plan de classification, comme j'ai expliqué, c'est assez difficile à l'intégrer dans la structure des sites et des bibliothèques qui, elles, restent assez figées, que ce soit dans SharePoint ou dans les canaux Teams. Donc, dans SharePoint, le code de classification va vraiment devenir une métadonnée qui va être intégrée à l'aide du magasin interne, donc à l'aide d'un thésaurus. Donc, lorsqu'on est dans une bibliothèque, j'ai mes documents et je vais me créer une colonne de sites, c'est-à-dire je vais me créer une métadonnée code de classification. Et l'avantage d'avoir l'approche d'une série documentaire par bibliothèque, c'est qu'on peut automatiser la saisie de notre code de classification. Donc, aussitôt que je vais mettre un document dans ma bibliothèque, le code de classification va venir s'accoler au document, ce qui fait en sorte que l'utilisateur n'a pas à saisir lui-même le code de classification, il rentre automatiquement. Évidemment, il y a toujours moyen d'aller le changer. Petite parenthèse, là, il y a beaucoup de choses qui s'en viennent avec Microsoft, là, avec l'intelligence artificielle qui va être intégrée à Microsoft 365, avec le projet Cortex, entre autres, qui, beaucoup d'automatisation de la classification. C'est des choses qui sont en train de déployer et Microsoft, je pense, mise beaucoup là-dessus, mais éventuellement, ce que Microsoft veut, c'est que Microsoft 365 et SharePoint puissent classifier automatiquement les documents sur différents paramètres et évidemment, le code de classification pourrait être celui-là, c'est-à-dire en identifiant ou en recherchant certains éléments dans le document, on va pouvoir paramétrer la saisie d'une certaine métadonnée. Et si ça pourrait être le code de classification, mais ça pourrait être le stade, ou ça pourrait être n'importe quelle métadonnée qu'on a besoin ou n'importe quel élément qu'on a besoin pour la gestion documentaire. Mais c'est ce qui est en train d'être déployé là, depuis quelques... C'est ce que Microsoft est en train de développer depuis quelques mois et qui tranquillement se déploie, là, mais ça sera à venir probablement dans les prochains mois. Je vous donne un exemple assez standard avec des séries documentaires ou des processus administratifs. D'abord, avec des processus administratifs, on pourrait avoir un site hub, par exemple, qui serait la direction des services administratifs, auquel viendraient se coller des sites d'équipe
bon, un site d'équipe pour les services de ressources financières, un site d'équipe pour les ressources humaines, un site d'équipe pour les affaires judiciaires. Et dans notre site des services de ressources financières, on aurait évidemment une série de bibliothèques qui sont liées, chaque bibliothèque est liée à une série documentaire ou à un processus particulier. Donc, subvention gouvernementale, placement et emprunt. Et vous voyez, l'idée, c'est que là-dedans, on n'a pas nos codes de classification. L'idée, c'est que, oui, les codes de classification sont en métadonnées. On pourrait les mettre dans les titres, mais ils ne sont pas nécessaires parce qu'ils sont derrière, ils sont en métadonnées en arrière. Donc, ils peuvent facilement disparaître. Donc, ils sont en arrière-plan du système et ça fait en sorte qu'on peut facilement les réutiliser dans les noms de bibliothèques, mais on peut aussi changer les noms. C'est-à-dire on peut ajouter des bibliothèques pour des projets ou des comités. On peut enlever des bibliothèques si, par exemple, la comptabilité dans cette entreprise-là se fait dans une application externe. Mais on peut... ça veut dire qu'on n'a pas nécessairement besoin de bibliothèque comptabilité. Donc, on peut tout simplement la faire sauter. On peut modifier les noms. Si dans une entreprise, le code de classification dit comptabilité, mais tous les employés utilisent le mot grand livre pour déterminer pour définir les dossiers de comptabilité, bien, on peut facilement renommer la bibliothèque Grand Livre, mais la notion, le code de classification lié à comptabilité et donc à toute la gestion documentaire qui est associée à cette bibliothèque-là, elle va rester quand même toujours en arrière. Et évidemment, dans une bibliothèque, par exemple budget, là, on va avoir nos dossiers avec nos différentes métadonnées. On peut ajouter une métadonnée d'année financière, on peut ajouter une année de stade, on a les étiquettes pour la rétention des documents. Je donne un autre exemple là, qui ressemble un peu, mais qui est collé un peu plus sur les processus ou sur les séries documentaires. On aura encore notre direction générale, qui est le site Hub, qui très souvent va avoir le code 1000. Et on pourra avoir des sites d'équipe pour chacun des codes de deuxième niveau, constitution et histoire, gouvernance, affaires juridiques, planification et reddition de comptes. Une petite parenthèse, la réflexion que j'ai depuis quelques temps, c'est, bon, très souvent, tous ces sites-là sont gérés par les mêmes personnes, la même équipe. Donc, il y aurait aussi la possibilité de créer une structure qui serait plus de l'ordre d'une voûte documentaire. Donc, on aurait des sites SharePoint qui ne seraient pas accolés à des groupes Microsoft 365. Et donc, on gérerait beaucoup plus les bibliothèques. Donc, les bibliothèques deviennent des dépôts de documents qu'on peut associer à d'autres sites ou, par exemple, à un Teams. Et donc là, on gère plutôt les accès par les autorisations dans SharePoint, mais l'accès comme tel à ces différents sites-là pourrait se faire à travers Teams, à travers les Teams qui sont, eux, associés à des groupes Microsoft 365. Donc, c'est une réflexion que je suis en train d'avoir avec certains clients, mais ça pourrait être aussi de cet ordre-là, c'est-à-dire de réserver la gestion documentaire, vraiment d'extraire un peu tout ce qui est gestion documentaire avec des sites SharePoint qui ne sont pas associés à des groupes 365, mais c'est ça, et de gérer les groupes 365 dans une structure là, qui est parallèle avec des Teams et des sites, et de travailler plus avec des liens plutôt que de travailler à l'intérieur de sites. Mais c'est une réflexion là, que j'ai et qui est en développement. Mais bon, c'est le même principe. Ici, on a dans notre site gouvernance les différents éléments. Si vous êtes archiviste, là, vous reconnaissez un peu les libellés là, assez classiques qui sont liés à des codes de classification, mais qui, évidemment, peuvent ne pas être là. Est-ce qu'on a des questions jusqu'à présent, Mélanie? Oui, il y a Sandra qui demande, est-ce que les archives de conservation à long terme demeurent dans le site d'équipe ou sont transférées dans un autre site ou ailleurs? J'y reviens dans quelques instants. Et je vois qu'effectivement, il reste une dizaine de minutes. Là. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non, vous êtes assez tranquille côté questions pour l'instant. Je pense que les gens écoutent. Parfait. Bien, j'y vais parce qu'effectivement, je vois qu'il est déjà moins 10. Cycle de vie des documents qui est quand même important si vous êtes responsable de gestion documentaire. Simplement pour rappeler, là, on est dans le numérique.
moi, j'aime bien le modèle que propose Arma là, à ce niveau-là. Je pense que ça s'applique bien à Microsoft 365. Donc, un stade ou une période de capture ou un stade de capture ou de création du document qui est suivi généralement par un stade ou une période d'utilisation active, donc dans lequel le document ou le dossier a une utilisation courante. Cette période-là est souvent suivie d'une période soit inactive ou semi-active, c'est-à-dire une période où le document a encore une valeur au moins juridique ou administrative, mais qui n'est pas, qui n'est pas d'utilisation courante. Période semi-actif serait peut-être mieux qu'inactif, ça porte un peu à confusion. Mais on finit avec ça avec un mode de disposition, c'est-à-dire soit on conserve au niveau, on conserve le fichier, soit on le détruit. Donc, c'est un peu ce modèle-là qu'on reprend ici, là. 3 outils pour assurer la disponibilité, l'intégrité et la confidentialité des documents. Vous avez les étiquettes de confidentialité, les stratégies DLP, donc protection contre la perte de données, et les étiquettes de rétention. Je vais passer assez vite là, sur les étiquettes de confidentialité et le DLP, mais essentiellement, c'est des étiquettes qu'on va venir accoler sur du contenu et qui vont nous permettre de classer ou de classifier notre contenu, que ce soit public, confidentiel, ultra confidentiel. Donc, protéger, évidemment, l'idée, c'est de protéger le contenu sensible. Et les options pour cette étiquette-là, bon, ça inclut l'application d'étiquettes sur des documents, l'application de filigrane. Donc, en appliquant l'étiquette, il y a un petit filigrane confidentiel ou ultra confidentiel qui apparaît sur notre document. Et le chiffrement, c'est-à-dire de crypter nos documents pour empêcher qui soient décryptés et donc mettre en plus de ça des autorisations pour certaines personnes en particulier. Mais au niveau du chiffrement, si je ne me trompe pas, ça prend des licences un peu plus élevées. Là, ça prend les plus hautes licences de Microsoft, là, entre autres la licence 5. Les stratégies de Data Loss Protection, avec ça, on peut identifier, surveiller, protéger automatiquement les informations sensibles. Donc, faire en sorte qu'on contrôle un peu la circulation des documents, être certain que les documents circulent aux bons endroits, qu'ils ne sortent pas de l'organisation. Et donc, ça peut être utilisé aussi avec les étiquettes de confidentialité pour vraiment identifier les informations sensibles, donc le contenu sensible à l'intérieur de nos documents et de nos dossiers. Je passe assez vite là-dessus pour me concentrer plus sur les délais de conservation là, pour la gestion du cycle de vie des documents. Normalement, les étiquettes de rétention, c'est ce qu'on va utiliser pour paramétrer les règles de conservation ou les délais de conservation de nos documents et de nos dossiers. Donc, ça va permettre évidemment de conserver les documents ou de les supprimer en fonction des stratégies qu'on va définir. Donc, ça aide évidemment à se conformer à toutes les réglementations sectorielles, aux politiques internes, mais aussi à toute la gestion documentaire, la loi sur les archives, les calendriers de conservation, etc. Il y a 2 grands enjeux dans la rétention des documents. Évidemment, c'est d'adapter les règles de conservation du calendrier aux réalités de Microsoft 365. Donc, il n'y a pas de, contrairement à d'autres outils de gestion documentaire, là, il n'y a pas de fonctionnalité spécifique qui nous permettent d'importer tel quel un calendrier de conservation dans Microsoft 365. Il faut un peu le construire à partir de zéro. Ceci dit, bon, et il faut des fois faire soit prendre des détours ou des raccourcis, mais de façon générale, l'idée, c'est qu'il y a moyen, pour ceux qui n'ont jamais exploré les fonctionnalités, là, de façon générale, l'idée, c'est qu'à travers les étiquettes de rétention, il y a moyen de paramétrer des délais de conservation pour le contenu de Microsoft 365. Et l'autre enjeu, évidemment, c'est d'automatiser le déclassement des dossiers et des documents numériques. On peut difficilement penser traiter chaque dossier un à un, là, encore moins les documents. C'est déjà difficile dans le papier, là, ça l'est encore plus dans le numérique. Donc, il faut trouver des moyens d'automatiser le déclassement des dossiers. Juste pour vous rappeler, en archivistique, on va parler de délai de conservation, on va parler de règles de conservation, et on va parler, les délais de conservation vont être inscrites dans des règles de conservation et les règles de conservation vont être accumulées dans un document qu'on appelle le calendrier de conservation. Dans Microsoft, on a sensiblement la même chose, c'est simplement que le vocabulaire est un peu différent. Donc, on va parler plutôt de période de rétention.
ces périodes de rétention-là vont être paramétrées dans des étiquettes de rétention et les étiquettes vont être publiées, vont être rendues publiques à travers des stratégies d'étiquettes. Simplement pour vous dire, j'en ai peut-être pour une dizaine de minutes. Là. Je me suis dit, on va peut-être dépasser un peu, mais comme Mélanie a dit, là, si vous devez quitter, le webinaire va être enregistré, on va pouvoir y avoir accès, mais ceux qui veulent rester, je continue et j'essaie d'aller quand même assez rapidement. Quelques principes directeurs, j'en ai parlé tout à l'heure, dans la mesure du possible, on va essayer de réserver un délai de conservation par bibliothèque de documents. Ça va permettre d'automatiser le processus, c'est-à-dire qu'on va, en établissant une étiquette de rétention par bibliothèque, tout ce qu'on va mettre dans la bibliothèque va prendre le délai de conservation. Donc, le délai de conservation va être appliqué pour tout le contenu de la bibliothèque. Il y a toujours moyen de regrouper, et c'est ce qu'on fait généralement, de regrouper des règles avec des mêmes délais de conservation. Par exemple, les documents de constitution et des documents d'histoire et les documents de structure, souvent ont le même délai de conservation. Souvent, c'est de la conservation permanente, donc on peut les regrouper au sein d'une même bibliothèque. Évidemment, il y a toujours les difficultés récurrentes, c'est-à-dire la gestion des versions, la gestion de tout ce qui est délai ouvert, c'est-à-dire les contrats, les projets, les temps utiles. Donc, évidemment, c'est toujours une difficulté. Les tris aussi, c'est une difficulté. Donc, c'est toujours Microsoft n'est pas différent d'un autre système. C'est toujours difficile d'automatiser les tris. À un moment donné, il y a une opération humaine qui doit être faite. Mais là, la question qu'on peut se poser, c'est jusqu'à quel point est-ce qu'on a besoin de trier nos documents, les ordres du jour et les avis de convocation dans un dossier de réunion qui ne prennent pas tant de place que ça. Est-ce qu'on veut vraiment, est-ce que ça vaut la peine d'imaginer toute une structure de flux et d'étiquettes pour essayer de faire le tri, alors qu'on pourrait tout simplement les laisser là. Donc, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, je dis que c'est une réflexion qu'il faut avoir. Et on a différentes manières d'appliquer une stratégie de rétention. Évidemment, il y a toujours une application manuelle qui peut être faite. Donc, une fois qu'on a nos étiquettes de rétention, donc on va avoir une étiquette, par exemple, pour 3 ans, une étiquette pour 5 ans, une étiquette pour 7 ans. L'idée étant que dans l'étiquette, je vais paramétrer la période de rétention, c'est-à-dire je vais garder mon document pendant 7 ans et ensuite de ça, je vais décider est-ce que je veux le détruire, est-ce que je veux le conserver, est-ce que je veux l'envoyer ailleurs. Donc, l'idée, c'est que l'étiquette peut être appliquée manuellement, c'est-à-dire l'utilisateur prend l'étiquette et va l'appliquer à son contenu là où il y en a besoin. C'est évidemment pas l'idéal, à moins d'avoir des utilisateurs qui sont vraiment allumés et qui sont vraiment formés pour ça. Ça peut devenir problématique. Ce qu'on va vouloir, c'est d'appliquer automatiquement des stratégies de rétention. Donc, soit on va l'appliquer, donc on peut l'appliquer sur un site en entier. Et donc, là, il faut bien comprendre, là, quand on dit appliquer une stratégie sur un site, ça veut dire que c'est sur le contenu, ce n'est pas nécessairement sur le site lui-même, à savoir si on peut supprimer ou non le site. Je dirais que ça se fait, mais c'est d'autres choses. Lorsqu'on parle d'étiquette de rétention ou de stratégie de rétention, on parle vraiment du contenu à l'intérieur d'un site. Donc, on peut l'appliquer à un site en entier, on peut l'appliquer aux conversations dans Teams, on peut l'appliquer à un groupe Microsoft 365, c'est-à-dire tout ce qui est lié à un groupe Microsoft, tout le contenu qui est lié à un groupe Microsoft 365, on peut lui appliquer un délai de conservation. Et plus souvent qu'autrement, ce qu'on va faire, c'est l'appliquer à une bibliothèque ou appliquer à un dossier. Donc, une fois, peu importe à quel niveau, tout ce qu'on va mettre dans la bibliothèque ou tout ce qu'on va mettre dans le dossier va hériter de l'étiquette et donc va hériter du délai de conservation. L'autre manière d'appliquer automatiquement la stratégie, c'est par la recherche de propriétés, de valeurs ou de mots-clés. Par exemple, on va pouvoir paramétrer une application en disant va appliquer cette étiquette particulière-là à tout le contenu qui a telle métadonnée, que ce soit une métadonnée pour le stade ou dossier fermé ou peu importe la métadonnée, ou même par mots-clés à l'intérieur du document. Ceci étant dit, pour avoir cette fonctionnalité-là, ça prend des licences un peu plus élevées, ça prend des licences 5 ou ce qu'on appelle le complément de conformité pour les licences 3. Lorsqu'on a une licence 3, on peut acheter un complément, mais simplement pour vous dire, et je pense que c'est important de le rappeler, parce que souvent les fonctionnalités sont là,
C'est-à-dire que vous allez pouvoir tout faire, c'est simplement que ça ne fonctionnera pas si vous n'avez pas les bonnes licences pour appliquer ces fonctionnalités-là. Mais elles sont là, elles sont visibles et on peut les paramétrer. C'est simplement que ça ne fonctionne tout simplement pas. Donc, Microsoft 365 est d'abord conçu pour gérer les documents courants, du moins, je ne pense pas me tromper en disant ça. Donc, ce qui est utilisé au quotidien par les équipes. Les documents historiques, donc pour répondre à la question de tout à l'heure, peuvent se gérer de différentes manières. Et là, ça dépend toujours de la gouvernance qu'on veut mettre en place. Donc, oui, une des possibilités, c'est de tout conserver sur place avec les documents courants. Mais évidemment, là se pose le problème du bruit que ça va faire pour les utilisateurs, donc d'avoir des documents qui n'ont plus de valeur administrative ou qui n'ont qu'une valeur historique avec leurs documents courants. Donc, la solution à ça, c'est de gérer tout ça par des filtres et des métadonnées qui vont nous permettre tout simplement de cacher les documents historiques. Mais donc, c'est une des possibilités. L'autre possibilité, c'est de déplacer les documents dans un autre emplacement dans SharePoint. C'est-à-dire, soit dans une bibliothèque, on crée un dossier, archive ou document historique et on déplace des documents vers ce dossier-là. Soit dans un site, on crée une bibliothèque, archive, on déplace ces documents dans la bibliothèque, ou on pourrait créer une espèce de voûte d'archive, c'est-à-dire un site SharePoint dédié à l'inactif, qui serait, oui, une voûte d'archive, et là, on déplace nos documents inactifs ou les documents historiques vers la voûte d'archive. Le problème avec ça, évidemment, c'est que ça prend l'opération de déplacer, et donc il faut... soit qu'il faut l'automatiser, donc ce qui n'est pas évident, mais donc c'est une opération de plus qu'il faut prévoir. Une troisième solution, c'est d'exporter vers une autre solution de GED, donc que ce soit Constellio, Ultima, M-Files, etc. J'y reviens dans quelques instants. Ou évidemment, il y a toujours la possibilité de verser ou l'option obligatoire que l'organisation doit verser les documents à BANQ. À ma connaissance, il n'y a pas de... à moins que quelqu'un ait trouvé une fonctionnalité ou un flux particulier, mais à ma connaissance, il n'y a pas moyen actuellement de connecter SharePoint avec Advitam ou avec Gala. Mais je pense que c'est toujours une possibilité dont il faut tenir compte. Mais comme je disais, il y a aussi possibilité d'avoir une structure hybride. C'est-à-dire actuellement, à peu près toutes les solutions qui sont sur le marché, ce n'est pas exhaustif, j'en ai sûrement oublié, mais je pense que c'est les grands joueurs qu'on a au Québec. Là. À peu près toutes ces solutions-là ont travaillé ou travaillent sur une technologie pour se connecter à Microsoft 365. Ils le font de manière différente. Ciged, il y a quelqu'un de Ciged qui nous a présenté quelque chose justement cette semaine qui reste embryonnaire, mais je pense qu'il est très bien, là, qui est très prometteur, où on peut importer tout simplement, on importe d'une bibliothèque SharePoint ou d'un site SharePoint des documents vers Ciged. Il y en a d'autres qui sont rendus un peu plus loin. M-Files et Constellio ont vraiment créé des applications pour Teams, dans lesquelles, à l'intérieur de Teams, on peut voir littéralement nos documents dans M-Files ou dans Constellio. Même ce que Constellio a présenté dans les derniers mois, là, ça va encore plus loin que ça. Ils ont mis des connecteurs à peu près partout, là, dans Teams, SharePoint, à peu près partout dans Microsoft 365, on peut faire des connexions. Je connais un peu moins les autres, mais tout ça pour dire qu'ils travaillent tous ou ils ont tous mis en place des fonctionnalités, soit pour aller rapatrier des documents de Microsoft vers la solution ou dans le sens inverse, pour aller... prendre des documents de la solution et de l'envoyer dans Microsoft 365. Les documents semi-actifs, j'appelle ça une grande question, ça ne l'est peut-être pas non plus, là, mais la solution simple, c'est toujours de considérer le semi-actif comme l'actif. Donc, on fusionne les délais de conservation, mais il y a toujours moyen aussi de gérer, d'avoir une métadonnée de documents semi-actifs, d'identifier certains documents comme étant du semi-actif, puis de gérer par les affichages et les filtres pour avoir de moi uniquement le semi-actif ou de moi uniquement l'actif et le semi-actif. Mais évidemment, là, ça demande de la saisie de métadonnées. Est-ce qu'il y avait des questions à ce niveau-là? Je pourrais peut-être juste terminer là, en guise de conclusion.
toute cette approche-là qui vient d'être proposée en accordance avec les grandes orientations de Microsoft 365, là, ça amène son lot de défis, tant pour les archivistes ou les spécialistes que les spécialistes de gestion documentaire en général. Là. Et j'y vais rapidement. D'abord, défi numéro 1, intégrer le partage et la collaboration dans la gestion documentaire. Souvent, on l'oublie souvent, mais on n'est pas, en tant qu'archiviste, on n'est souvent pas très habitué là, à gérer cet élément-là. Donc, et qui est une préoccupation beaucoup plus des utilisateurs que des archivistes, mais ça demande quand même d'assurer une bonne gestion des versions, de mettre en place des procédures de collaboration pour éviter la création de doublons, pour éviter la surcréation de versions et de versions finales et finales. Donc, je pense que les archivistes, les spécialistes de gestion documentaire doivent adresser cette question-là. Passer d'une logique de gestion documentaire centrée sur les documents et leur traitement à une logique de gestion documentaire qui est centrée beaucoup plus sur les équipes, sur les processus de travail. On a toujours du traitement archivistique des documents à faire, mais il est replacé ici dans un contexte un peu plus dynamique. Et donc, le Microsoft 365 nous pose ce défi-là qui me paraît quand même important. Adopter une structure horizontale, tant au niveau de la structure horizontale, une vision horizontale de la structure, tant au niveau de la structure organisationnelle qu'au niveau de la structure classificatoire. Et là, ça demande habituellement ou souvent l'utilisation de métadonnées. Et encore une fois, hein, l'idée, ça ne veut pas dire que l'information sur les structures hiérarchiques n'existe plus. Ça ne veut pas dire que le plan de classification n'existe plus. Ça ne veut pas dire que l'organigramme n'existe plus. Ça veut simplement dire que ces éléments-là deviennent des données ou des métadonnées qui sont masquées un peu en arrière, masquées ou non, donc on peut rendre visible aussi, mais qui sont en arrière-plan du système. Défi numéro 4, automatiser les processus. Donc, que ce soit tant au niveau de la classification et du classement des documents que de l'approbation des flux de travail, qu'aussi du déclassement et de la destruction des dossiers, comme je viens de l'expliquer. Et là, très souvent, c'est les collègues qui sont plus du côté TI qui vont être un grand support pour cet élément-là ou ce défi-là. Défi numéro 5, éliminer le papier. Bon, parce qu'évidemment, Microsoft 365 n'est pas adapté à l'univers papier, donc il faut numériser. Il faut s'attendre à numériser certaines séries documentaires si on veut les travailler dans Microsoft 365. Et défi numéro 6, s'impliquer dans la gouvernance d'information. Comme j'ai expliqué, sans gouvernance, Microsoft 365 devient assez rapidement un chaos. Et la gouvernance, de notre point de vue, ce n'est pas une simple affaire de technologie d'information, de système de sécurité, de gestion de compte utilisateur. C'est vraiment comment est-ce qu'on utilise l'information. Et je crois que l'utilisation de Microsoft 365 nous oblige un peu à élargir, et je dis Microsoft 365, mais à peu près tout ce qu'on fait dans l'info numérique ou tout ce qu'on fait dans le numérique, là, ça nous oblige en tant qu'archiviste ou de spécialiste de la gestion documentaire à élargir l'horizon du document pour vraiment adopter une approche de gestion de l'information. Et je m'arrête ici pour ma présentation. Merci beaucoup, Dominique. Est-ce que je reviens avec la question de Sandra? Est-ce que les archives conservation à long terme demeurent dans le site d'équipe ou sont transférées dans un autre type ou ailleurs? Mais c'est ça, c'est-à-dire on peut faire, il y a plusieurs possibilités. On peut les conserver au même endroit. Dans tous les cas, il y a des avantages et des inconvénients. Évidemment, les laisser tous au même endroit, ça évite certaines opérations de déplacement, mais ça fait en sorte qu'il faut gérer justement le tri de nos documents, soit par des métadonnées pour éviter que ça fasse du bruit dans nos bibliothèques, là, et faire en sorte que les documents historiques se retrouvent mélangés avec des documents courants. Mais, et comme je disais, à ma connaissance, il n'y a pas encore de connecteur ou il n'y a pas encore de manière de se connecter à partir d'un site SharePoint ou d'un Teams directement à Advitam. Et sinon, l'autre possibilité, c'est soit de créer des emplacements dans SharePoint ou de pousser ça dans une autre solution. Là. À peu près toutes les solutions toutes les possibilités peuvent être explorées à ce niveau-là. Bien, merci beaucoup. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On a dépassé un petit peu. Comme je vous disais au début, on va envoyer le lien. Vous allez le recevoir par courriel au courant de la semaine. Donc, encore une fois, merci beaucoup, Dominique. On va avoir aussi un autre webinaire qui s'en vient
le 7 octobre prochain. Ça va être sur la taxonomie. Ça va être donné par notre deuxième Dominique Robichaud. Donc, à suivre, vous allez voir ça passer sur nos pages. Donc, merci d'avoir été des nôtres. Et puis, je vois qu'il y a peut-être des questions qui se rajoutent. À ce moment-là, on va leur répondre individuellement. Donc, encore une fois, merci. Puis, à notre autre webinaire. Merci. Merci.